Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de La Base. Déjà, je voulais vous remercier pour le dernier épisode. Vous avez été très nombreux à suivre l'émission entre Pierre Ménès et Sarah Barouk. Des millions à réagir, à liker, à commenter, à partager. Donc merci beaucoup. J'espère que cette émission va vous plaire et à mon avis, elle risque de vous plaire puisque je reçois aujourd'hui Raquel Garrido. Bonjour Raquel. Bonjour Sacha. Raquel Garrido, alors pour ceux qui ne la connaissent pas, mais ça m'étonnerait, c'est une figure de la gauche française, mais pas une figure lisse, avocate, militante, ex-chroniqueuse télé, ancienne députée de Seine-Saint-Denis. Elle a toujours occupé l'espace public et les médias avec force, verve et parfois controverse. Vous êtes née au Chili, Raquel. Oui. Vous êtes arrivée en France enfant puisque vous avez été naturalisée française en 1999 quand vous aviez 25 ans. Oui, c'est ça. Ensuite, vous devenez juriste puis avocate, vous vous spécialisez dans le droit de la presse et vous défendez Jean-Luc Mélenchon dans ses différents procès politiques. Avec d'ailleurs des personnalités connues comme Jean-Marie Le Pen, etc. Oui, Marine Le Pen. Marine Le Pen. Alors de Jean-Luc Mélenchon, vous deviendrez très proche, Raquel, puisque vous en avez été l'une des porte-paroles de la France Insoumise pendant différentes campagnes, avant de prendre vos distances il y a quelques mois. Raquel, c'est aussi une femme de médias, puisque vous avez été chroniqueuse sur C8, d'abord avec Thierry Ardisson, puis ensuite avec Cyril Hanouna. On vous a remarqué dans les débats pour votre franc-parler, votre franchise et parfois quelques clashs à la télévision. Vous osez justement dire ce que vous pensez à chaque fois. On essaye. C'est votre marque de fabrique. En 2022, vous êtes élu député, mais des différences avec la gestion, la manière de gérer à la France Insoumise se font sentir. Et donc, fidèle à vous-même, à votre franc-parler, vous décidez de partir et vous n'hésitez pas aujourd'hui à critiquer ce qui s'y passe et notamment la gestion de Jean-Luc Mélenchon. Oui, j'ai été purgée. Vous avez été purgé. On va en parler. On va aborder tous les sujets qui fâchent pas avec Raquel. On va tout aborder. C'est ça. C'est pour ça aussi que j'ai voulu recevoir Raquel, puisque c'est quelqu'un qui n'est pas langue de bois. Et vous savez, dans la base, on pose les questions de base, c'est-à-dire les questions que vous posez tous, vous, quand vous regardez la vidéo. Alors aujourd'hui, vous ne siégez plus à l'Assemblée, mais vous continuez de faire entendre votre voix dans les débats, à la télévision, notamment sur LCI, où vous débattez avec le fils de Nicolas Sarkozy, Louis Sarkozy. Oui. Donc c'est une très bonne émission. D'ailleurs, si vous voulez regarder, toujours un débat constructif, un débat d'idées, et c'est ça aussi qui est plaisant, c'est de voir deux façons de penser s'opposer et pas dans le clash permanent. Évidemment, ça peut être tendu parfois, mais c'est toujours très constructif. On va parler de tout ça. Mais d'abord, ma première question, Raquel, déjà merci d'avoir accepté notre invitation. Avocate, militante, chroniqueuse télé, députée, personnalité politique, c'est quoi votre métier préféré en fait ? C'est avocat, bien sûr, mais je suis omise du barreau. Quand on réussit le concours pour devenir avocat, c'est un examen difficile. On a un diplôme qui s'appelle le CAPA. On a le droit à partir de là d'être avocat à vie. Mais pour exercer, il faut être inscrit dans un ordre. Moi, je suis au barreau de Paris. Et quand je suis devenue députée en 2022, je me suis omise volontairement du tableau. Donc actuellement, je ne suis pas avocate, je suis omise. Et depuis que je ne suis plus députée, donc depuis 1 an, pour l'instant, je ne me suis pas encore réinscrite au tableau, mais je vais le faire. Vous allez le faire. Vous voulez redevenir avocate ? Mais bien sûr, de toute façon, c'est mon métier. Et puis, je pense que je le fais bien, j'adore ça, j'ai beaucoup d'estime pour mes confrères. Mais cela dit, c'est vrai que finalement, je me suis fait aussi une palette un peu large. J'ai appris le métier de la télé, avec des grands. En plus, j'étais cette semaine aux obsèques de Thierry Ardisson. D'ailleurs, puisque vous en parlez, on va en parler tout de suite. Thierry Ardisson, qui est décédé à l'âge de 76 ans il y a quelques jours. Vous étiez à ses obsèques il y a quelques jours. Quel souvenir vous gardez de Thierry Ardisson ? Thierry Ardisson, c'est vraiment la personne qui déjà m'a donné la possibilité d'exercer professionnellement la télévision. C'est lui qui a eu l'idée, parce que quand il me contacte en 2017, moi ça faisait déjà 6 ou 8 ans que j'étais à la télé comme porte-parole politique, mais je m'étais pas imaginé de pouvoir en faire à titre professionnel. Et ça, c'est lui qui le premier a eu cette idée-là, et je suis entrée dans un univers de très haut niveau professionnel, avec les jingles, avec de la musique live, pas une seule caméra qui était automatisée, toutes des êtres humains derrière chaque caméra. Elles étaient très produites, ces émissions. Ah mon Dieu, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'argent à l'écran, quoi. Oui, beaucoup de monde, les maquilleuses, les coiffeurs. C'était bien payé ? Oui, c'était bien payé, bien sûr. Quand j'ai quitté, quand Bolloré a viré Ardisson,
parce que c'est comme ça que ça s'est fini à la 3e saison, de façon très brutale, en milieu de saison. Alors, juste pour expliquer l'histoire à ceux qui ne savent pas, Thierry Ardisson produisait son émission avec un certain coût, et Vincent Bolloré, lui, qui voulait réduire les coûts, n'était pas en accord avec Thierry Ardisson pour continuer à produire l'émission avec ces coûts-là. Et donc Thierry Ardisson a préféré claquer la porte et dire moi c'est ce prix-là ou rien. Mais peut-être que les autres... Aussi, hein. Non mais de toute façon, c'est chacun... Tout ça c'est du business. Mais en revanche, normalement on ne change pas les règles du jeu en cours de saison. Et là, ça s'est arrêté en cours de saison. En cours de saison, soudainement, les engagements pris n'étaient pas tenus. D'ailleurs, je crois qu'ils ont gagné leur procès parce que en bout de course, il y a eu un procès un peu long, je crois, entre Télé Paris, Stéphane Simon, Thierry Ardisson et Bolloré. C'est la boîte de production de Thierry Ardisson. Voilà, et il me semble que Télé Paris a gagné. Et effectivement, on s'était tous retrouvés sur le carreau au mois de mars-avril. Mais c'est pas tellement ça que je voulais aborder, c'est le fait que moi j'ai découvert à ce moment-là un monde d'exigence où j'ai compris que la télévision c'était une activité collégiale, collective, au service du public. C'est la finalité, c'est le public. Et avocate aussi. Avocat, au service de la société, pour les clients. Ouais. Non, mais avocat, ça n'a rien à voir. Parce qu'avocat, on travaille pour une personne. On a une cause et on est 100% pour la cause de cette personne que l'on défend, que l'on a accepté de défendre. La télévision, c'est quelque chose qui est beaucoup plus large en termes d'objectifs. C'est-à-dire, l'intérêt, c'est de sortir de soi-même pour se mettre à la place des gens qui sont derrière. Mais si je vous dis aujourd'hui, il faut choisir un métier entre personnalité politique, chroniqueuse à la télévision ou avocate, vous choisissez quoi? Eh ben, je dis à la personne qui me demande de choisir, pourquoi en fait? Pourquoi, au nom de quoi vous me faites choisir? Parce que c'est qu'en France, on met les gens souvent dans des cases. Eh bien voilà. Eh bien moi, je suis assez fière de faire partie de quelques personnes. Je pense qu'on n'est pas nombreux, mais je peux tout faire. Je peux tout faire et je vais faire exactement ce que je veux, tant que j'aurai la possibilité de le faire. Et j'ai pas envie de faire croire aux téléspectatrices, aux téléspectateurs que je suis pas militante politique, parce que à chaque fois que je suis à la télévision, c'est écrit dessus, tout le monde sait exactement d'où je parle politiquement. On comprend un petit peu, ouais. Bon, donc et je trouve ça, il y a une certaine forme d'honnêteté vis-à-vis du public, mais aussi quand je suis à la télévision, j'ai la compréhension de ce qu'on produit. C'est quelque chose qui est important pour la démocratie, qui est aussi important pour même, je veux dire, le bien-être des gens. On a besoin d'ouvrir la télé et de voir des débats qui soient des débats construits, audibles, respectueux. Mais vous faites quoi aujourd'hui? Alors, à la télé, j'ai une émission hebdomadaire qui s'appelle le duel Sarko-Garrido. Oui. Donc, c'est quand même la première fois qu'il y a mon nom de famille dans le titre. Avec Sarko. Dans le titre de l'émission. Donc, ça, c'est pas mal. Sur LCI, qui est la chaîne d'info où les formats sont les plus longs. Où d'ailleurs ça a été étudié avant le changement de numérotation sur LCI. Oui, ils prennent le temps. Le public va rester 45-50 minutes sur un débat. Vous êtes sur LCI, mais c'est grâce à ça que vous gagnez votre vie aujourd'hui ou vous avez d'autres activités? Non, pour le moment, je suis en phase de transition. Je voulais savoir comment je gagne ma vie, c'est-à-dire les euros d'où ils viennent dans ma vie. Oui. Bah écoutez, j'ai eu une phase de chômage des députés parce qu'on cotise les députés. Là maintenant, j'ai créé une société pour ce que je fais dans les médias. Donc j'ai fait dans les médias, j'ai fait RTL cette année, LCI, M6. Vous facturez vos prestations de... La société facture les prestations de mes prestations, votre société, voilà. Donc c'est ça mon équilibre financier. Vous savez, mon objectif dans la vie n'a jamais été de m'enrichir. Donc, ce que je veux, c'est être libre. C'est-à-dire, ce que je veux, c'est pouvoir avoir le temps de décider ce que je fais. Sacha Elbaz m'appelle pour que je lui passe une après-midi pour son émission. Je peux parce que j'ai le temps de le faire, donc je décide que je le fais. C'est gentil d'avoir accepté. Si je voulais être blindée de thunes, je ne ferais pas ça. Je ne serais pas en mesure de pouvoir répondre. Des gros clients, peut-être dans le droit et par exemple. Mais cela dit, j'ai bien envie de me réinscrire au barreau et je finirai par le faire, même si j'ai conscience que les années d'élections présidentielles et législatives qui arrivent tous les 5 ans sont traditionnellement dans mon foyer des années où on ne fait que de la politique. Oui. Bon, vous me lancez sur la politique, donc première question. Raquel Garrido, vous êtes où sur l'échiquier? Vous êtes à gauche? Vous êtes à l'extrême gauche? Non, je suis de gauche, je suis une femme de gauche. Femme de gauche? Ouais, je pense que... De gauche républicaine, socialiste? Oui, tout ça, tout ça. Je pense qu'il y a une grande tradition en France de
fusion entre l'esprit républicain et la conquête de la justice sociale. C'est ce qu'on appelle l'héritage de Jean Jaurès, Jean Jaurès qui était un député socialiste, avait écrit notamment une somme, des livres sur l'histoire de la Révolution française. Et cette idée que la France, elle est construite sur un idéal de souveraineté citoyenne, c'est-à-dire de souveraineté du peuple, vient se fondre avec l'idée de justice sociale. Oui. Ça, c'est mon école. Mais sinon... Sauf que vous n'êtes pas langue de bois et vous n'allez pas me dire que vous vous sentez proche d'un François Hollande, d'un Manuel Valls. Ah ben bien sûr que non. Ah merci de rectifier. Ah oui, parce que vous bien sûr. Oui, si je dis à gauche socialiste républicaine, vous me dites oui. Non mais parce que pour peut-être pas dire le mot extrême gauche. OK. Peut-être que vous avez du mal avec le mot extrême gauche. Oui, alors je n'ai jamais été l'extrême gauche. Mais ce que je veux dire c'est qu'effectivement, s'il y a dans la tête des gens qui nous regardent socialisme, ça veut dire François Hollande ou Manuel Valls, vous faites tout à fait bien Sacha ceux qui sont au Parti socialiste de relever que ça n'est pas le cas. Et même d'ailleurs aujourd'hui D'abord, je me réfère à un courant historique profond dans ce pays et dans le monde. Et aujourd'hui, au Parti socialiste, de toute façon, ceux qui dirigent le Parti socialiste, ce sont ceux vraiment qui non seulement tournaient la page de François Hollande, mais ont mis en place une stratégie qui tourne le dos fondamentalement au programme de François Hollande. Moi, je m'entends très bien avec Olivier Faure, que c'est quelqu'un que je trouve carré, talentueux, et je trouve qu'il a vraiment permis, premièrement, la survie du Parti socialiste, mais surtout le réancrage du Parti socialiste. Donc vous allez prendre votre carte au Parti socialiste ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ça ne m'intéresse pas de faire ça. Mais par contre, je pense que le Parti socialiste a été un partenaire indispensable pour l'élection législative de 2022 et de 2024, la dissolution. Oui, parce que vous avez fait la NUPES. On a fait en 2022 la NUPES, la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale. Et là, au moment de la dissolution, on a fait le Nouveau Front Populaire. Le Nouveau Front Populaire. Et on n'a aucune chance de gagner en 2027 si on n'a pas l'unité du Nouveau Front Populaire. Donc, mais il faut pour ça des partenaires qui réfléchissent de façon unitaire. Vous avez été des années à la France Insoumise avec Jean-Luc Mélenchon, et là on parle de gauche, vous parliez on parlait de François Hollande, Manuel Valls, etc. Ce ne sont pas du tout les mêmes gauches, on parle de gauche irréconciliable. Voilà, ça c'est François Hollande ou Manuel Valls parlent de gauche irréconciliable. Bon, Manuel Valls, il est actuellement au gouvernement avec Macron, Retailleau. Donc on va dire que de toute façon, on le questionne même pas sur son opinion sur la gauche. François Hollande, il est député, il s'est fait élire dans la vague de la dissolution qui était Front Populaire, mais il a en quelque sorte un peu truqué parce qu'il est contre le nouveau Front Populaire, lui. Nouveau Front Populaire. Vous y croyez à un gros bloc de gauche comme ça avec des gens qui pensent pas du tout la même chose sur plein de sujets ? La preuve, c'est qu'on a réalisé 9 millions de voix le 30 juin dernier. Oui, mais la preuve, c'est que vous êtes nulle part aujourd'hui. Pardon, comment ça ? Vous êtes les 9 millions de personnes qui sont où ? Non, le nouveau Front Populaire n'est nulle part au gouvernement. Mais est-ce que... et ça, alors justement, la faute à qui ? Pourquoi est-ce que le Front Populaire n'est pas au pouvoir ? Bon, donc deux sujets. Un, la puissance réelle du nouveau Front Populaire. Pour le moment, c'est 9 millions de personnes. Le score de Bardella aux législatives de la dissolution, 30 juin, c'est 10 millions. Nous, on est 9 millions, l'extrême droite, elle est à 10 millions. L'extrême droite, l'année dernière, a dit si on n'est pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale, on ne veut pas gouverner. Donc la logique démocratique aurait voulu que le président de la République se retourne vers la plus grande coalition à l'Assemblée nationale. Et on va pas refaire le débat du nouveau Front Populaire. On va le refaire. C'est pas le débat du Front Populaire, c'est le débat du fonctionnement de la démocratie en France. Oui. Donc pourquoi est-ce que le nouveau Front Populaire n'est pas aujourd'hui au pouvoir ? Personne n'avait de majorité absolue. Non. Et donc on prend du coup celui qui est arrivé 7e. Vous venez de me dire à l'instant que les blocs étaient similaires en termes de nombre de voix. Voilà, donc l'extrême droite pourquoi on aurait favorisé plus le nouveau Front Populaire que le Rassemblement national, par exemple ? Précisément, mais le RN a dit qu'il ne voulait pas gouverner. En revanche, nous, on a dit qu'on voulait gouverner. Donc, vous voulez gouverner, la République, Raquel Garrido ? Bien sûr, mais évidemment. Et le plus vite sera le mieux. Donc, ce pays n'en peut plus. Vous voulez faire partie d'un gouvernement ? Mais bien sûr. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à l'élection présidentielle ? Non, je fais que ça.
Je ne Non, fais mais que vous, ça. en tant que personne, Raquel Ah, Garrido. moi, candidate oui. à l'élection Oui. présidentielle, on m'a posé souvent la question et je pense pas que je suis une bonne candidate à l'élection Pourquoi présidentielle. Pour plein de raisons. Laquelle? Lesquelles? Je suis une femme, je suis pas née en France. Quel rapport une femme, Marine Le Pen, elle est au second tour Oui, depuis pour l'instant, 3-4 regardez élections. le sort qu'a fait la France, Ségolène Royal. Donc on progresse, mais pour l'instant, ça n'est pas simple. Donc pour vous, Et une femme ne surtout- peut pas être élue? Et surtout, non, Ok. non, je pense qu'une femme pourrait être élue, bien Ah. sûr. Mais je pense que dans mon profil à moi, les choses qui me pénalisent et qui rendent la chose plus difficile me concernant, il y a aussi le fait d'être une femme. Mais surtout, ce que je pense fondamentalement, c'est que ça suffit des gens qui veulent absolument être eux-mêmes présidente ou président. Moi, je pense que le rêve du sauveur suprême, c'est un rêve toxique. C'est ce qu'on appelle la monarchie présidentielle. Donc, j'admire les camarades qui veulent être candidats ou candidates et qui s'organisent pour faire ça. Notamment dans mon entourage très proche, j'ai Clémentine Autain, François Ruffin, mais il y a aussi Marine Tondelier, il y a aussi, bon, il y en a d'autres qui pourraient absolument faire le job. Incarner Ça la me va candidature. et je les remercie parce que c'est un boulot de fou et il faut s'épaissir, il faut faire le travail. Mais je pense qu'on a aussi besoin dans notre collectivité à gauche de gens qui sont pas candidats justement. Parce que si tout le monde est candidat, Donc vous ne ça feriez va pas une plus. bonne présidente? Mais personne ne fait un bon président. Le bon président est le président qui n'existe pas. Je suis pour qu'il n'y ait même plus de président de la République. Alors justement, si oui, vous parce voulez que mon avis sur le fond, c'est que j'ai lu vos documents. la France, elle souffre beaucoup trop du trop plein de puissance qui est la accordée personnalisation du pouvoir. et de la puissance qui est accordée par la Constitution à cette fonction qui est celle du président de la République. Vous pilotez notamment en ce moment une campagne nationale pour réclamer un changement de la Constitution, aller vers une 6e République. C'est votre objectif, en finir avec la 5e. Et vous partez d'un constat simple, que le pouvoir présidentiel vous jugez trop fort, que le 49.3 par exemple, qui est un article qui permet de passer entre guillemets en force à l'Assemblée, est utilisé de façon abusive et que beaucoup de Français se sentent un peu dépossédés de leur souveraineté. Donc j'ai une question à vous poser, parce que c'est un peu ce qu'on lit d'ailleurs dans votre documentation. Vous souhaitez supprimer la fonction de président de la République? Moi, si j'étais effectivement élue à une assemblée constituante pour que nous les Français, on se dote d'une nouvelle constitution, je porterais cette idée-là, en effet, que dans la 6e République, dans la constitution suivante, c'est pas une question de chiffres, c'est l'idée qu'on passe à une nouvelle constitution, on peut se passer de cette figure-là. Après, je suis On pas... peut se passer d'un président ou d'une présidente de la République? Oui, je pense que... Qui dirige le pays? Le ou la première ministre, c'est-à-dire la personne qui est responsable devant l'Assemblée nationale ou devant le peuple. Il faut aussi des mécanismes de démocratie directe, la possibilité de faire des référendums d'initiative citoyenne. Je pense que ce serait plus sain. Après, si dans l'Assemblée constituante, les Français disent « bah non, quand même, on préfère un ou une présidente, mais qui a moins de pouvoir », bon, peut-être que je me rallierai à cette position. En France, le président est irresponsable au sens constitutionnel du terme et dispose de pouvoirs immenses. Donc, il faut donner un peu moins de pouvoir au président de la mais République. beaucoup moins de pouvoir. Et quitte à lui enlever tous ses pouvoirs, on peut aussi s'en passer. Mais comme Sacha, je suis pas dogmatique là-dessus. Ce qui m'intéresse, c'est la conversation. Je veux qu'on en parle. Par exemple, est-ce qu'on peut pas supprimer le 49.3 ? Est-ce qu'il faut pouvoir révoquer les élus en cours de mandat ? Est-ce qu'il faut pouvoir voter à 16 ans ? Est-ce que le vote blanc et nul ? Pour vous, la 5e République est arrivée à bout de souffle et il faut passer à autre chose. Ah c'est clair. Alors, vous m'aviez dit tout à l'heure que vous ne souhaitiez pas gouverner, vous, en tant que personne au plus haut sommet du pouvoir, mais peut-être contribuer à ça. Est-ce que vous rêvez ministre si oui, de quel ministère d'ailleurs ? Écoutez, franchement... La justice, parce que vous êtes avocate ? Je pourrais faire plein de choses. Mais au fond, Sacha, franchement, moi, la vie, elle m'a donné déjà beaucoup de choses. Je suis née au Chili, vous l'avez rappelé. Ma mère avait été emprisonnée enceinte de moi. Quand j'ai été conçue au Chili, en 1973... Vos deux parents ont été arrêtés. Oui, mais mon père avait 23 ans, ma mère avait 20 ans, 19-20 ans. Tout aurait pu s'arrêter là pour moi et pour ma mère. Donc ma vie, c'est que durable. On a quitté le Chili quand j'avais 11 mois. On est parti au Canada. Au Canada, j'arrivais à Toronto, j'avais 11 mois. Ensuite, on est parti au Québec.
J'ai appris français. Sacha, est-ce que tu sais que mon français, c'est du québécois? Incroyable. Je suis capable de te parler français avec l'accent de Paris si je veux, mais c'est pas mon français. C'est Raquel Garrido, c'est Céline Dion qu'on a dans la base aujourd'hui. Je suis québécoise. J'ai appris français comme ça. C'est comme ça que j'ai appris à parler français. C'est mon français. C'est excellent. Mais je peux parler parce que c'est ce qu'on appelle, nous, dans l'humour noir des exilés, la bourse Pinochet. Je sais parler plusieurs langues et j'en ai appris d'autres ensuite. Je peux faire beaucoup d'accents. Et voilà, j'ai atterri en France. Non, pas vous, vous êtes un peu langue de bois. Vous aspirez à gouverner. Donc si vous voulez gouverner, quel ministère vous chaufferez bien? Mais je ferai ce qu'on me demandera de faire. Vous avez bien des préférences quand même. Mais je peux tout faire, Sacha. Donnez-moi un nom de ministère que je suis pas capable de faire. Ah, je sais pas, c'est à vous de me dire. Il y en a pas. Mais c'est bien. Est-ce que c'est pas un problème ça d'ailleurs qu'aujourd'hui les ministres ils soient interchangeables et qu'on puisse aller non parce que non je pense que le problème des est-ce qu'il faut pas mettre des gens compétents? Je pense que le problème des ministres c'est qu'ils ne répondent pas à un mandat populaire. C'est-à-dire le problème de l'exécutif, du pouvoir exécutif, c'est qu'il s'est détaché du mandat du peuple. Il y a bien un poste qui vous branche. Président de l'Assemblée nationale, ministre de la Justice. Présidente de l'Assemblée constituante pour la 6e République. Voilà. Ça, oui. Ça, je signe. Je signe tout de suite. Bon. On a parlé un petit peu de votre parcours à la télévision et en politique. On va parler dans un instant de pourquoi vous êtes séparé avec Jean-Luc Mélenchon. Mais côté privé, il est de secret pour personne que vous partagez votre vie avec Alexis Corbière, qui est lui-même député. Comment vous êtes rencontré avec Alexis Corbière? On s'est rencontrés en tant que militants étudiants, voilà, à l'UNEFID. C'est un syndicat qui existait. C'est pas d'hier, en fait. Ah non, ça fait 28 ans qu'on est ensemble. Est-ce que c'est pas le fait de s'être mis, d'avoir été en couple à la France Insoumise qui vous a pas causé défaut après, comme ça, avec le recul comme ça? Est-ce que vous dites pas que finalement, le fait d'être en couple, vous avez pris peut-être des balles perdues l'un pour l'autre? Alors là, cette question, je me suis jamais posé cette question. Donc, ouais, je suis là pour la vous poser. Alors, allez jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'en fait, on aurait pris des balles perdues l'un pour l'autre. Est-ce que le fait d'être ensemble, ça vous a pas desservi, notamment quand ça s'est mal fini avec Jean-Luc Mélenchon? Est-ce qu'on n'a pas dit que c'est le couple en fait? Mais si vous lisez les blogs de Jean-Luc Mélenchon, lui, en fait, sa thèse, c'est que c'est moi qui suis la mauvaise influence d'Alexis. C'est-à-dire que c'est toujours la faute de la femme sorcière qui influence son ami Corbière, qui lui, du coup, a été marabouté par Raquel. Ça, c'est la thèse machiste de Jean-Luc Mélenchon. Après, de toute façon, en couple, il est macho, Jean-Luc Mélenchon. Ben là, en l'occurrence, c'est une vision très, très machiste, ouais, de considérer que Alexis Corbière, si il a une opinion sur l'unité de la gauche et le maintien de la NUPES, s'il a une opinion sur la façon dont il faut que on soutienne le mouvement syndical dans l'hémicycle sur la retraite, s'il a une opinion sur comment gérer l'affaire Quatennens, s'il a une opinion sur sur comment doit être dirigée la France Insoumise, s'il a une opinion sur la suite aussi et la pérennité de la France Insoumise, que tout ça c'est de la faute à Raquel. Mais vous le considérez comme un macho? Peu macho. Oh bah, de toute façon, c'est pas que moi que ça saute aux yeux. De toute façon, c'est un macho. Ce qu'il a fait sur Adrien Quatennens, c'est quand même pas très féministe. Je pense qu'il ne se pose pas, il ne regarde pas le monde avec le regard des femmes. Je pense qu'il n'est pas capable de sortir de ses souliers d'homme pour se mettre à la place des femmes et essayer de... Donc c'est un macho? Bah, c'est ça le machisme, c'est le patriarcat. Oui, bien sûr. C'est lui le problème à la France Insoumise? Il fait partie du problème, mais c'est pas seulement ça, c'est un système. Donc le système, d'ailleurs, n'est pas inventé par la France Insoumise. Le système, c'est la folie présidentielle. Le problème, c'est la folie présidentielle. Mais pourquoi ça bloque aujourd'hui? Qui est toxique dans tous les partis, dans tous les milieux, et c'est très difficile de s'en défaire. D'accord, mais on voit bien que la France Insoumise, c'est un parti qui est très décrié aujourd'hui. C'est limite le nouveau Front National aujourd'hui, sans comparer les idées. C'est un parti où on voit qu'il y a quand même une sorte de plafond de verre où ils n'arriveront pas eux-mêmes seuls à accéder au pouvoir parce que plein de polémiques. Donc, quel est le problème là-bas? Ce sont les gens, ce sont les idées. Dans la critique de la France Insoumise, il y a évidemment beaucoup de mauvaise foi. Beaucoup de mauvaise foi. Et la France Insoumise a permis par son existence...
je parle de 2016, mais on aurait même pu partir d'un peu plus avant, mais dès 2016, à la création de la France Insoumise, c'est la possibilité que la gauche survive à l'échec de la social-démocratie à la sauce Hollande. Donc, évidemment, la France Insoumise s'est fait énormément d'ennemis sur le chemin. Non, mais là, vous voyez bien qu'il y a un problème, quand même. Oui, bien sûr, je vois bien qu'il y a je suis même l'incarnation de ce problème-là. Mais je veux pas faire semblant que cette bagarre a lieu dans un monde bienveillant et de bonne foi. Les ennemis de la France Insoumise sont les ennemis de la gauche en général. Et vous verrez que quand ils en ont marre de s'en prendre à la France Insoumise, ils s'en prennent aux écolos, ils s'en prennent aux socialistes, ils s'en prennent à Lucie Castet, ils s'en prennent à moi. Vous reconnaissez qu'il y a un problème à la France Insoumise, parce que vous-même, vous en êtes parti. Oui. Quel est le problème? C'est qui, c'est quoi? Aujourd'hui, pour moi, la France Insoumise, la principale difficulté, c'est que c'était un outil qui était censé changer radicalement la façon de faire de la politique, et puis c'est devenu un parti comme les autres. Donc, à cause de qui? À cause de la folie présidentielle, parce que je pense que Jean-Luc Mélenchon, à partir de 2022, n'a pas voulu permettre de penser l'après. C'est-à-dire le fait de se dire... Donc il y a de l'égoïsme. C'est une frénésie, une obsession présidentielle. Il n'en est pas le seul, titulaire. Hein. C'est très très commun dans la vie politique française. Moi, la toxicité de cette folie présidentielle. J'ai quand même lu vos déclarations. On parlait de gourou. Moi, j'ai pas parlé de gourou, mais ça, c'est des termes qui sont utilisés par la presse et autres. Non, j'ai même dit non quand on m'a posé la question de si c'était un gourou. J'ai même répondu non. Parce que je ne pense pas que les gens qui sont là-dedans sont dans une emprise psychologique. Voilà. Et dans mon cas, je ne pense pas l'avoir été. Vous dites quand même qu'il a des méthodes staliniennes. Hein. Alors par contre, oui, la question du fonctionnement du parti, c'est un débat à gauche depuis très longtemps. Et c'est le débat historique entre Staline et Trotsky. Que la France Insoumise vivrait mieux aujourd'hui sans Jean-Luc Mélenchon? Moi, je ne dis pas qu'il faut qu'il s'en aille. De toute façon, je pense qu'il aurait dû aider à la suite. Est-ce qu'il doit partir, là? Il fait ce qu'il veut, de toute façon, c'est pas mon problème. Mais par contre, je pense qu'il devrait aider à la suite. Il y a des gens qui ont beaucoup de talent à la France Insoumise. Il y a des gens qui ont beaucoup de talent en dehors de la France Insoumise. Et je pense qu'il devrait aider le Front Populaire. Je pense que, notamment, il devrait faire en sorte que la France Insoumise rejoigne le processus lancé par Lucie Castet le 2 juillet de désignation d'une candidature unique pour 2027. Je pense que c'est absolument nécessaire de garder unis les 9 millions de voix du Front Populaire. Et effectivement, si les insoumis qui ont, je pense, un désir d'unité, et qui comprennent bien qu'ils ont ce mandat, hein, notamment les députés, tous les députés insoumis ont été élus parce qu'ils étaient candidats du Front Populaire, pas parce qu'ils étaient candidats insoumis. Certains d'entre eux ont été élus malgré le fait qu'ils étaient candidats insoumis. Donc ils ont bénéficié d'un mandat qui est un mandat de ce peuple Front Populaire qui a dit maintenant vous restez ensemble pour éviter que ce soit l'extrême droite qui gouverne. Donc aujourd'hui, je pense que Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis prennent des libertés par rapport à ce mandat qui leur a été donné. Or, il faut les ramener dans le cadre en disant nous sommes 9 millions et il faut qu'on passe à 15, 16 millions. Gagner une élection présidentielle, c'est 15 millions de voix au second tour. Donc aujourd'hui, d'abord on peut se passer de personne. Moi je dis qu'on malgré donc vous pourriez retourner à la France Insoumise, vous réconcilier avec Jean-Luc Mélenchon? Non, je ne vais pas retourner à la France Insoumise. C'est pas mon idée de fonctionnement de parti. On a créé un parti qui s'appelle Après, avec les camarades Alexis Corbière, Clémentine Autain, Hendrik David, Daniel Simonet, Pascal Martin et d'autres. Tous ceux qui ont eu du mal avec Jean-Luc Mélenchon. Pour certains, on a été purgés. Et puis aujourd'hui, l'Après existe dans 90 départements en France, dont 2 dans les Outre-mer. Vous avez de ces nouvelles à Jean-Luc Mélenchon? Non, j'ai pas de ces nouvelles. Vous en voulez? Non. Vous êtes fâché? Vous pouvez dire je suis fâché avec Jean-Luc Mélenchon ou non? Vous savez, le conflit est un lien. J'ai découvert ça quand j'ai plaidé dans les affaires de divorce. Ça ne m'est pas arrivé beaucoup, mais je l'ai fait de temps en temps pour dépanner. Et en fait, j'ai compris que le conflit est un lien. Et j'ai pas envie de ce lien. En fait, ça m'est égal. Non. Pourquoi vous avez l'impression que quand on fait de la politique, c'est une question de copinage, etc. Non, pas de copinage, mais bon, c'est une figure avec laquelle vous avez commencé, que vous deviez voir comme un modèle à vos débuts et peut-être même après. Vous avez été avec lui longtemps. J'ai milité avec et même pour, on peut dire, Jean-Luc Mélenchon, parce que pour le soutenir. D'où ma question, est-ce qu'il vous manque 30 ans. Voilà, pendant 30 ans. Pendant 30 ans, on lie un lien, c'est pas du copinage. J'ai commencé en 1993.
à militer dans le même courant politique. Mais donc vous abondez dans mon sens. Oui, non, mais donc il y a un lien qui se crée. Je vais vous dire. Donc, donc 93, on commence à militer ensemble à la gauche socialiste. À l'époque, nous étions au Parti socialiste. Avec une poignée, on décide de quitter le Parti socialiste en 2008. Beaucoup plus tard, en 2022, je me propose d'aller être candidate aux législatives dans une circonscription de droite qui était dirigée depuis 20 ans par un bandit de la droite affairiste de Seine-Saint-Denis qui était Jean-Christophe Lagarde. Je me suis alliée avec les communistes de Bobigny, vous avez gagné notamment, et j'ai gagné cette élection-là. Alors qu'il était là depuis 20 ans. Et 2 ans après, Jean-Luc Mélenchon s'est levé un matin en disant « Ah ben non, il ne faut plus que Raquel Garrido soit députée ». Bon, on était à 3 semaines peut-être que Bardella allait être Premier ministre, et il s'est dit, ce qui est très important, c'est que Raquel soit pas députée. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, j'ai été députée pendant 2 ans, c'était un grand honneur pour moi. C'est pas écrit dans ma trajectoire que je sois députée de la France, donc vraiment, pour moi, c'est quelque chose de super beau, et j'en suis très fière. Après, je suis plus députée, et ça veut pas dire que je sors de l'action militante. Raquel, si vous le voulez bien, on va passer au bazar. Parce que normalement, dans cette émission, il y a toujours un moment de débat où il y a de la confrontation avec des idées qui sont contraires. Mais cette fois, vous avez décliné le débat parce que vous ne vouliez pas débattre avec des personnalités que vous considérez comme étant d'extrême droite et d'autres profils vous branchant pas des masses. Du coup, c'est-à-dire que vous m'avez pas proposé quelqu'un en particulier. Vous m'avez proposé que des noms de Zémouriens. Donc les Zémouriens, je vous ai dit non. Alors, vous m'avez donné comme nom Messia, Jean Messia, Sarah Knafo, voilà, bon. de personnalités de droite aussi. Non, mais si vous avez d'autres profils, quelqu'un qui n'accepte pas le débat. Non, mais je vous ai proposé d'autres personnalités. Qui accepte le débat sur le pape français, c'est moi. Non, mais je vous ai proposé. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres profils avec lesquels vous aimeriez débattre ou préfériez être seul? C'est quand même vous le producteur de l'émission. Je vais pas vous emmener et l'invité et le co-débatteur quand même, Sacha. Donc Raquel, c'est la raison pour laquelle j'ai des Français qui vous ont posé des questions, Comme ça, au moins vous aurez tout le loisir de leur répondre. On commence par Ali, qui est restaurateur à Paris et qui a une question pour vous. Je vous la diffuse maintenant. Bonjour Madame Garrido, je m'appelle Ali, je suis restaurateur à Paris et je voulais vous poser une question par rapport à une intervention que vous avez effectuée lorsque vous étiez au sein de la France Insoumise. Vous parliez notamment de taxer les personnes qui gagnaient plus de 4 000 € pour établir l'ISF. Ma question c'était de savoir si à partir de 4 000 € on était vraiment considéré comme riche, d'autant plus dans un contexte où l'inflation augmente de plus en plus. Est-ce que pour vous, gagner plus de 4 000 €, c'est être riche? Merci à vous. Voilà, Ali qui vous demande la question, est-ce qu'à 4 000 € on est riche? Alors, merci beaucoup Ali pour cette question sur la fiscalité, parce que c'est vraiment, je pense, le nerf de la guerre. Dans le programme L'Avenir en commun, et historiquement le programme du Front populaire, il y a une réforme fiscale et qui repose avec l'idée de faire payer vraiment les ultra riches. Par exemple, actuellement, on défend la taxe Zuckman, je ne sais pas si vous l'avez vu, cette proposition de loi de Clémentine Autain et Eva Sas. Et ça concerne les 1800 personnes les plus riches de ce pays, et avec l'idée que, en fait, comme l'impôt sur le revenu ne concerne pas tout le patrimoine, du coup, en fait, ils sont on dirait un paradis fiscal pour ultra riches, la France. 4 000 €, je ne sais pas bien d'où ça sort ce seuil. C'est une déclaration qui date de 2017. Non, de toute façon, le programme, c'est pas des déclarations. Le programme, il faut regarder le programme. D'accord, mais moi, je vous pose la question. Je prolonge la question d'Ali. À partir de combien on est riche en France? Dans mon souvenir, dans le programme que nous avons défendu, les personnes qui gagnent moins de 4 000 € par mois, par personne, oui, pas le foyer, la personne, paieront moins d'impôts si c'est nous qui gouvernons. Mais au-dessus de 4 000 €, ils en paieront plus. Vous paierez plus. Et après, c'est évidemment, c'est pas tout de suite. Il n'y a pas un seuil comme ça tout de suite. Vous paierez un peu plus. Et par contre, c'est effectivement, on passe à 14 paliers de fiscalité pour que ce soit bien lissé. Donc, est-ce que vous pourriez me donner un montant, selon vous, à partir duquel on est riche en France? Mais ça veut rien dire riche en France. C'est ultra riche le problème. C'est gavage de riches. C'est-à-dire qu'en fait, mais on a quand même l'impression. Les milliardaires en France. Oui. Ils gagnent en 1 seconde ce que vous gagnerez en 30 ans. Mais c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Le problème, c'est que s'ils sont ultra riches, c'est précisément parce que les autres
sont pauvres. La redistribution des richesses, elle existe dans le sens du ruissellement vers le haut. Et cette captation des richesses entre les mains de certains au détriment de tous les autres qui travaillent dur. Mais pourquoi on a l'impression que les gens de gauche ou d'extrême gauche ont un problème avec l'argent, la réussite, ceux qui gagnent des sous? Mais c'est pas réussir pour moi, être ultra riche. Pour vous, c'est réussir. La réussite financière, ça fait partie. On n'a pas la même définition de la réussite. Une réussite financière. Être ultra riche, n'en avoir rien à faire de la planète, de ce qu'on fait sur la production. Mais pourquoi les ultra riches c'est-à-dire pourquoi vous faites un bloc? Il y a peut-être des ultra riches Non, toute personne qui concentre des milliards et des milliards aujourd'hui nuit à la planète de façon irrévocablement plus forte que monsieur et madame tout le monde. De toute façon. Donc en fait, notre planète, elle ne peut pas supporter de tels écarts. D'accord, mais vous voulez pas me donner de montant, mais c'est à partir de quel montant, de quel palier pour une personne seule, vous considérez ça comme étant riche en France aujourd'hui? Mais pourquoi? À quelle fin vous voulez me poser cette question? Je sais pourquoi. Parce qu'en fait, c'est ce narratif-là qui consiste à dire à la gauche. Si, bah alors là, vous me répétez un narratif que j'ai connu, que je connais tout le temps. Mais pourquoi vous répondez pas à la question alors? Mais parce que c'est une question qui a vocation à donner la démonstration, à tâcher de vouloir montrer que la gauche s'attaque au principe même. On fait un pacte. Je ne vous pose pas de questions derrière, on passe à un autre sujet. Je voulais juste savoir à partir de quel montant, pour une personne seule, quel salaire vous considérez comme une personne comme étant riche? Bah, je vais vous répondre que ça dépend pas du salaire, ça dépend du patrimoine. Si vous lisez les livres économiques... À partir de quel patrimoine? Eh ben voilà, c'est déjà avoir du patrimoine. Ouais. C'est quoi? Donc, par exemple, c'est d'avoir l'héritage doré. Aujourd'hui, vous avez en France quelques personnes qui ont de l'héritage. Et je vais vous donner un chiffre. Pourquoi vous donnez pas de montant? Parce que les chiffres sont, on parle de centaines et de centaines de millions ou de milliards d'argent. Donc quelqu'un qui a 3 millions de patrimoine n'est pas riche. Sacha, 3 millions de patrimoine, oui. Bien sûr que vous payez l'ISF. Quelqu'un qui a 500 000 euros de patrimoine, est-ce que c'est riche ou pas riche? Bah pas forcément, parce que s'il vit dans son logement et que c'est la valeur patrimoniale de son logement qui est son logement unique et qu'il n'a pas d'appartement, qu'il n'est pas rentier, vous voyez ce que je veux dire? 1 million d'euros, c'est riche ou pas riche? De patrimoine. Ça dépend. Si vous êtes à Paris dans votre appartement qui vaut 1 million, vous n'avez aucun autre patrimoine, que vous vivez 3 millions, dedans, vous m'avez dit oui. 1 million, vous me dites liquide. non. Donc on va être autour de 2 millions. Donc, mais pourquoi vous... Qu'est-ce qui vous intéresse? Il n'y a pas de question sous-jacente. Je vous pose juste la question. Je voulais juste savoir. Mais pourquoi ça vous intéresse, vous? Ça m'intéresse d'avoir votre avis là-dessus. Mais pourquoi? C'est une question qui fait débat. Selon vous, à chaque fois, entre amis ou entre collègues, je suis sûr qu'on s'est tous déjà dit, pour toi, à partir de combien par mois tu es riche? Et j'imagine, Raquel, que vous avez un avis là-dessus. Ouais, 80% des Français ne payent pas Enfin, déjà 50% des Français n'ont pas d'héritage. Non, je vous parle d'héritage. N'ont pas d'héritage. Parmi ceux qui ont de l'héritage, il y en a 80% qui payeront rien parce que on ne paye de l'impôt sur l'héritage qu'à partir de 100 000 euros par héritier. Donc en fait, vous avez un problème, c'est que la richesse, elle n'est pas produite par l'activité ou par le génie ou par la créativité des gens. Vous considérez riche? Bah non, moi j'ai rien. Non. J'ai pas de patrimoine, donc j'ai rien. J'ai que ma force de travail. Mais alors, sans vouloir vous embêter, vous étiez visiblement, selon des déclarations, à 2 000 euros par émission chez Cyril Hanouna. Est-ce que c'est quand même quelqu'un d'aisé? Mais ça, c'est faux, ça. C'est faux. Oui, c'est faux. D'accord. Vous démentez. En plus, Hanouna, il fait ça pourquoi? Parce qu'il y avait une enquête du Monde. Avant la fin de l'émission de C8 là, pour autour du système de comment il rémunérait tout le monde. Et lui, comme contre-feu, il sort mon nom. Bon. Ça, c'est typique Cyril. C'est typique Cyril. Mais donc c'est faux. Vous n'étiez pas à 2 000 euros par émission? Non, évidemment que non. Et chez Thierry Ardisson, c'était bien payé d'ailleurs? Oui, bien sûr. On parle argent, là. Mais bien sûr, tout ça. Combien vous pouvez dire aujourd'hui combien vous étiez payé chez Thierry Ardisson? Mais je l'ai dit, à l'époque où j'ai travaillé chez Thierry Ardisson, je gagnais un peu moins de 3 000 euros par mois. Par mes revenus. Et chez Cyril Hanouna, parce que c'est pas 2 000 euros par émission? Sacha, mes revenus sont publics. Vous pouvez aller sur le site de la Haute Autorité de la Transparence de la vie publique. Donc, mes revenus sont publics. L'année 2016, j'ai un déficit. L'année 2017, j'ai gagné en tout, je crois, dans les 25 000 euros. En gros, mes revenus, Sacha, depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, ça oscille entre 25 000 euros par année, où c'est monté peut-être à 70 000 quand j'étais députée. Voilà, c'est ça mes revenus. 2 500 et 7 000 euros par mois, donc c'est très variable. Je parle de 25 000 euros par année, ou 70 000 euros. Entre 2 500 et entre 2 000 et 7 000 euros par mois. Bah là, c'est plus. Donc, le moment où j'ai gagné le plus dans ma vie, c'est pas quand je faisais de la télé. C'était quand j'étais députée. Bon. Mais maintenant, je suis plus députée.
Bon, on passe à la deuxième question. C'est Michael qui habite à Marseille et qui a une question pour vous. Je vous la montre maintenant. Madame Garrido, bonjour. Vous avez été exclu de votre parti politique LFI par son gourou, notamment pour vos prises de position. Vous avez dû payer des cotisations sociales en retard et vous avez été épinglé sur un logement social. Ma question est simple. À quel moment la cohérence devient-elle optionnelle lorsqu'on parle au nom du peuple? Merci à vous. Bon alors Michael, je mélange deux choses, mais c'est pas grave, on va répondre point par point. Oui. En 2017, le Canard enchaîné a écrit un article qui m'imputait le fait de ne pas avoir payé mes cotisations retraite notamment, et il disait que j'avais une dette de 32 000 euros à la caisse de retraite du barreau, ce qui était faux. Et d'ailleurs, j'ai agi en justice et le jugement reconnaît que c'était faux. Pourquoi? Parce que quand on est avocat, on doit payer des cotisations retraite qui sont pour une partie forfaitaire, pour une partie liée aux bénéfices de l'année N-2. Et dans mon cas, l'année 2016, j'ai été déficitaire. C'est-à-dire j'ai gagné moins 700 euros l'année 2016 où j'étais en campagne. Donc en fait, ça n'est pas vrai que j'avais une dette de 32 000 euros. Donc voilà. Et il parle aussi du logement social. Ensuite, il dit j'ai été épinglé pour un logement social. Donc en 2021, vous m'arrêtez si je me trompe. En 2021, le Canard enchaîné révèle que le logement social que vous occupiez avec Alexis Corbière, donc votre mari à Paris, situé dans le 20e arrondissement, faisait donc environ 80 mètres carrés pour un loyer bien inférieur au marché, alors qu'à l'époque de la révélation, votre revenu cumulé avec Alexis Corbière dépassait les 10 000 euros mensuels. Alors, Sacha, là aussi, ça m'étonne beaucoup de vous parce que vous pouvez aussi vous-même débunker les choses. J'ai déménagé en 2017. Moi, j'ai vécu de l'année 2000 à l'année 2017 dans les briques rouges autour des Maréchaux à Paris. D'accord. D'abord dans un tout petit 8e étage des chambres de bonne réunies, là, quand on a eu notre premier enfant. Et ensuite, quand on a eu un deuxième enfant, on a eu un appartement plus grand dans le même bâtiment à faire porte de Vincennes. Ça correspondait à ma situation sociale. Alexis est prof en lycée professionnel. Moi, j'ai été salariée. Puis ensuite, à 35 ans, j'ai repris mes études pour devenir avocate. Bon, donc, vous voulez pas quitter trop tard ce logement social? Ah, pas du tout. Franchement, la vie prouve que même je pourrais même encore y être dedans parce qu'on n'est pas élu à vie. Bon, donc, bref, mais on a déménagé pourquoi? On a déménagé d'abord parce qu'Alexis voulait vivre parmi les gens qui l'ont élu. Donc Alexis, quand il a été élu député de Montreuil-Bagnolet, il m'a dit Raquel, on va aller vivre à Montreuil ou Bagnolet. Je ne serai pas comme ces élus qui vivent pas. Aujourd'hui, vous résidez à Bagnolet, vous le dites. Oui, on habite depuis 2017. Et d'ailleurs, avant même l'élection d'Alexis, moi j'ai cherché des appartements parce qu'Alexis m'avait dit on va déménager. Et on n'arrivait pas à trouver parce que notre bilan était mauvais. Enfin, notre dossier était naze. Et finalement, on a réussi à avoir un prêt pour un achat, d'un bien à Bagnolet dans lequel on vit aujourd'hui et pour lequel il nous reste encore des millions d'années à payer. Mais c'est pas vrai que j'ai été épinglée. Moi, j'ai jamais vécu. Moi, j'ai jamais comprenez vécu. La question de Michael. J'ai jamais vécu. C'est que toutes les petites polémiques et controverses qui ont peut-être entaché un petit peu votre carrière, c'est quoi? Ce sont des attaques. Lui, il pointe un problème de cohérence. Oui, mais cohérence avec moi, je suis super cohérente. Je pense que c'est bien le logement social. Je pense qu'on n'a pas honte. On doit pas avoir honte de vivre en logement social. Vouloir absolument accumuler toute sa vie pour se faire un bas de laine, c'est peut-être un style de vie. Moi, j'avais aucune intention de devenir propriétaire. Moi, ça m'allait bien de mourir dans mon HLM. J'avais aucun problème avec ça. Parce que le fait de devoir consacrer tout mon salaire à mon loyer, c'était pas mon modèle de famille, c'était pas mon modèle de vie. Bon, moi, quand je suis devenue chroniqueuse pour Thierry Ardisson, en fait, à ce moment-là, les gens, ils ont pété un câble. Quand je dis les gens, c'est certaines rédactions politiques, certains animateurs télé. C'est politique, en fait? Mais bien sûr que c'est politique. Ouais. Toutes les polémiques et controverses qui ont un peu entaché votre réputation à un certain moment, c'est politique. Ah ben c'est des attaques puis qui visent les députés et les personnalités insoumises. Pourquoi? Parce que vu qu'ils ne nous répondent pas sur le fond, nous on dit... Les polémiques ne concernent jamais que des personnalités de la France insoumise. Enfin là, en l'occurrence... Emmanuel Macron ou la droite, extrême droite. D'accord, mais en l'occurrence, pourquoi est-ce que j'étais la cible, moi, de ces attaques-là? Parce que nos adversaires, plutôt que nous répondre sur le fond, quand on dit, par exemple, les ultra-riches doivent payer plus d'impôts ou les ultra-héritages doivent payer plus, ils répondent pas sur le fond parce qu'ils ont rien à répondre sur le fond, parce que leur gavage, il est immoral et en plus, il est récessif au plan économique. Donc, au lieu d'attaquer le message, ils attaquent le messager. Bon, voilà.
Mais comme c'était faux, moi je suis hyper tranquille avec ça. Si vous voulez, j'ai appris à vivre avec ça, avec le bullshit, ce qui me concerne, que je lis. Alors Raquel, vous parlez souvent d'accusations injustes. Non, infondées. Et parfois infondées. Parce que notamment juste, sur un sujet. Juste ou pas, quand c'est vrai, chacun juge. Injuste ou infondé, c'est notamment le cas de l'antisémitisme, et il y a une question d'Emmanuel qui a une question à ce sujet. On l'écoute. Bonjour Madame Garrido. Depuis le 7 octobre, l'antisémitisme a explosé en France. Dans les facs, des étudiants juifs vivent un enfer. Insultes, menaces, isolement, etc. Et cette haine, elle est alimentée, banalisée par le discours de la France insoumise, un parti que vous avez longtemps défendu et que vous n'avez jamais vraiment dénoncé. Votre propre fille a même été poursuivie pour ses propos jugés antisémites. Alors, ma question est simple, directe et j'espère que vous y répondrez sans détour. Est-ce que vous condamnez clairement l'antisémitisme qui existe au sein de LFI et que proposez-vous concrètement pour améliorer la vie des Juifs en France aujourd'hui? Merci beaucoup. Voilà, question d'Emmanuel qui est étudiante en région parisienne. Merci beaucoup de la question. Bon, d'abord, sur ma fille, je comprends qu'on pose la question, puisqu'il y a eu une condamnation récente. Mais vous comprendrez aussi que moi, je veux protéger la vie privée de mes enfants. Oui. Ce que je peux vous dire, c'est que Inès a fait appel. Alors, juste pour ceux qui ne savent pas, ma fille a été condamnée, a été mise en cause par Damien Rieu. En fait, Damien Rieu qui est un... Non, je vais vous le raconter moi. Comme ça, les gens vont bien comprendre. Non, là, c'est partiel. Non, vous allez réagir après. Non, mais je vais vous donner des faits. Damien Rieu, qui était l'ancien community manager de Zemmour, a publié une vidéo de ma fille, Inès, de quand elle était mineure, une soirée où elle est bourrée, ça se voit, et... D'accord, donc là, il y a une déclaration. Il y a une déclaration. Laissez-moi aller jusqu'au bout, s'il vous plaît, Raquel. Après, vous réagissez. Dans cette vidéo, Sacha, ma fille est une victime. Donc votre fille est une victime. Elle a jamais déclaré je suis antisémite, je m'en bats les couilles, j'assume. Dans cette vidéo, c'est l'expression effectivement qu'elle emploie et elle n'a pas à justifier en tant que personne privée du contexte de ça. Et d'ailleurs, ça n'est même pas poursuivi en justice. Ces propos, vos auditeurs seront ravis de l'apprendre, n'ont même pas été poursuivis. Sacha, parce qu'en matière... Il y avait l'histoire de casser du sioniste aussi. Alors, pardon, Damien Rieu impute au demeurant à Inès d'autres expressions qui ont été poursuivies. Mais sur la vidéo... Donc elle n'a jamais employé cette phrase « Je suis antisémite, je m'en bats les couilles, j'assume ». Elle n'a jamais dit ça. Je dis que c'est dans la vidéo. Voilà. C'est une vidéo qui date de quand elle était mineure et qu'elle est bourrée. Donc c'est pour ça que laissez-moi aller jusqu'au bout. Sacha, pourquoi elle n'est pas poursuivie cette vidéo? Mais Raquel, est-ce que je peux aller jusqu'au bout, s'il vous plaît? Bah donc oui, elle a été placée en garde à vue. Oui, mais après vous réagirez, vous aurez le temps de réagir, il n'y a pas de problème. Mais je vous coupe parce que vous dites des choses fausses ou si vous dites Inès a déclaré je suis antisémite, je m'en bats les couilles, j'assume. Elle l'a dit. Cette phrase, elle l'a tenue, vous l'avez dit. Oui, et elle n'est pas poursuivie, elle ne fait pas partie de... Dans tous les cas, on passe. Elle a été placée en garde à vue. Je ne fais pas de lien de cause à effet. Elle a été placée en garde à vue en janvier 2024 pour apologie du terrorisme et provocation à la haine raciale. Puis, elle a été condamnée à 3 mois de prison avec sursis. Elle a décidé de faire appel. Oui. Voilà, c'est ça. Pour ça, je voulais aller jusqu'au bout. Avec Alexis Corbière, qui est son papa, qui est votre mari, vous avez publié un communiqué dans lequel, vous vous désolidarisez des propos tenus. Je suis antisémite, je m'en bats les couilles, j'assume. Non, c'est pas ce qu'on dit dans le communiqué. Et c'était. Vous désolidarisez des propos. Mais non, mais en plus c'était. Il y a quoi? Ce communiqué date de quand, Sacha? Un peu plus d'1 an. Bah, je sais pas, c'est vous qui rappelez les faits. Un peu plus d'1 an. Oui, mais un peu plus d'1 an, puisque l'affaire, elle a été mise en garde à vue, placée en garde à vue en janvier 2024. Voilà. Et donc ça fait 1 an et demi. Attendez, 1 an et demi. Et vous rappeliez qu'elle est majeure aujourd'hui et qu'elle est non engagée politiquement, tout en affirmant lui garder votre affection en tant que parent. Ma question, c'est, pour prolonger la question d'Emmanuel, est-ce que votre fille est antisémite? Ma réponse, elle est non. Ma fille n'est pas antisémite, ma fille est une fille extraordinaire que j'aime et qui mériterait d'être connue si, et à juste titre, elle ne préférait pas rester dans l'intimité de sa vie privée parce que elle a le droit aussi, en tant qu'enfant de personnalité politique ou de personnalité médiatique, de ne pas être la cible d'attaque des ennemis politiques. Damien Rieu... Donc c'était injuste? Damien Rieu est une est quelqu'un qui a été déjà condamné pour harcèlement en ligne. Et il a imputé à ma fille des expressions dont il n'a jamais été prouvé que c'était vrai. Donc voilà, on en est là. Veux absolument, je ne laisserai pas mes enfants, encore une fois, être la cible d'attaque. Donc je veux juste vous dire, Sacha, que je comprends la question de... Comment s'appelle-t-elle? Emmanuel. Et je réponds à Emmanuel qu'il faut qu'elle comprenne aussi que Inès,
comme Emmanuel, a le droit à la protection de la vie privée et elle a le droit aussi de se défendre en justice. Et c'est malheureux que la justice prenne pour argent comptant les déclarations d'un fasciste comme Damien Rieu, mais c'est la vie et elle va se défendre. Alors, pour le reste, par contre, sur le fond du sujet de l'antisémitisme, qui lui, pour le coup, est très important. Juste sur Inès, votre fille, 2 secondes. Je suis antisémite, je m'en bats les couilles, j'assume. Est-ce que vous l'avez engueulé pour ses propos? Sacha, je veux pas rentrer dans l'intimité de la vie d'Inès. Vous avez le droit de dire que vous pouvez pas, que vous voulez pas répondre. Je viens de le dire. D'accord. Je viens de le dire. Donc, je viens de le dire. Maintenant, ça fait 6 minutes. Donc, vous voulez pas me dire si vous l'avez engueulé ou pas? Non, je vais pas vous dire comment on est dans notre famille. Inès, elle a le droit à sa vie privée. C'est quelqu'un qui est pas antisémite. Donc votre réaction vis-à-vis d'elle, ça concerne votre vie privée, vous voulez pas en parler. Non mais je vous pose la question. Mais vous avez une conception de la vie privée aussi en tant que journaliste. Bien sûr. Vous avez des bornes à votre métier. Bien sûr. Donc l'exercice du travail journalistique, il s'exerce dans des bornes légales. Inès n'est pas une personnalité publique. Sinon c'est elle que vous auriez invitée. Non, mais c'est bon, d'accord. Pas moi. Il y a la maman aussi. Comment la maman a réagi à ça? Eh ben, justement ça ne vous concerne pas. Et moi, je veux pas, je ne veux pas faire le plaisir au demeurant à l'extrême droite. Parce qu'il faut voir, Damien Rieu, il est content. Il a fait un tweet en disant il y a une nouvelle condamnation grâce à moi. Mais c'est des propos qui sont graves. Donc on s'est dit. Damien Rieu, il est dans une stratégie politique. Vous pouvez choisir, Sacha, de le relayer ou pas. Non, pas du tout, Raquel, pas du tout. D'accord. Donc par contre, parlons de l'antisémitisme. Ça, par contre, on va en parler. Ça, c'est une vraie question. Voilà. Ça, c'est une question. Ça, c'est important. On dit beaucoup qu'aujourd'hui, LFI est le parti le plus antisémite. Voilà. Donc je vais répondre à Emmanuel. Ça, c'est très important. D'abord, c'est 100% exact que les faits d'antisémitisme ont explosé, notamment après le 7 octobre, avec des situations effectivement douloureuses, invivables, notamment dans le milieu universitaire. Pour les étudiantes, les étudiants juifs. On m'a rapporté récemment des choses terribles, notamment par exemple une élection universitaire à l'INALCO où il y avait une liste sur lesquelles se trouvaient certains membres ou militants de l'USJF, mais qui n'était pas une liste pro-Netanyahou, c'était pas une liste pro-Israël, et pourtant ils ont été la cible d'attaques dans le contexte du massacre de Gaza. Et donc en fait, je sais qu'il y a un problème et je pense qu'il faut le prendre sérieusement à bras le corps. Est-ce qu'il y a un problème d'antisémitisme à la France Insoumise? Il y a un problème d'antisémitisme en général, Sacha. À la France Insoumise. Les militants insoumis et insoumises ne sont pas antisémites. Ils ne le sont pas. Les insoumis ne sont pas antisémites. Mais pour les personnalités. Et les chefs non plus. Les chefs non plus. En revanche, moi je pense que Jean-Luc Mélenchon. Et parmi les députés? Ils sont pas antisémites. D'accord. Mais il y a certains députés qui ont été pointés du doigt, comme Ercilia Soudé, Sébastien Delogu et d'autres. Sébastien Delogu, il n'est pas antisémite. Pourquoi il serait antisémite? D'accord, mais il a publié par exemple un visuel avec une pizza Buitoni passée au four, etc., que c'était considéré comme un visuel à caractère antisémite. Il y a eu la caricature aussi de Cyril Hanouna. Il y a eu Ercilia Soudé qui a eu des sorties bizarres. Alors, il y a eu Jean-Luc Mélenchon, Yael Braun-Privé campé à Tel Aviv. Non, mais je suis d'accord. Il y a plein d'exemples. Je suis d'accord. Pour moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est à l'occasion de la manifestation du 12 novembre 2023. Oui. Contre l'antisémitisme. La marche contre l'antisémitisme du 12 novembre. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc, c'était organisé par Yael Braun-Pivet et Larcher, le président du Sénat. Et pour la première fois, en gros, l'extrême droite a été admise à venir manifester. Bon, ce qui était un problème. Et d'ailleurs, s'il vous plaît, répondez-moi. C'est très important, Sacha, d'être précis. C'est important d'être précis. Mais là, on parlait de la marche contre l'antisémitisme qui date après les attentats du 7 octobre. Moi, je vous dis aujourd'hui, est-ce qu'il y a des... C'est pas le sujet? Non, c'est pas le sujet. Non, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de savoir, est-ce qu'il y a des députés ou des personnalités politiques à la France Insoumise qui sont antisémites? Bah non. Oui ou non? Bah non. 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 Malgré toutes les déclarations que j'ai citées. Mais je vous raconte un moment important de la vie de notre pays, qui est cette manifestation du 12 novembre, Sacha. Quand l'extrême droite, faut imaginer ce que c'est pour des militants de gauche ou même des militants juifs de militer à côté de Marine Le Pen. Ça vous choque pas? Pourquoi ils ont un problème aujourd'hui? Beaucoup de personnes de confession juive ont un problème avec la France Insoumise. Mais est-ce que c'est fondé ou pas fondé? Je pense qu'il y a des inquiétudes, notamment à partir de cette manifestation du 12 novembre. Je pense que Jean-Luc Mélenchon a fait une erreur de considérer que toutes les personnes qui manifestaient ce jour-là étaient, je cite, un soutien inconditionnel à Netanyahou. Voilà. Je pense qu'il faut faire une distinction forte entre
Israël, premièrement. Deuxièmement, l'État d'Israël, quoi, enfin le gouvernement d'Israël, et l'extrême droite messianique Netanyahou. Et c'est peut-être des fois complexe à faire sur le plan de l'expression, mais il faut s'y atteler. Les Juifs, c'est pas la même chose qu'Israël, c'est pas la même chose que Netanyahou. Ce sont des notions distinctes. Donc on peut être terriblement hostile à Netanyahou, vouloir que ce mec aille en prison pour ce qu'il a fait, de ces violations du droit international, du massacre de civils, et j'espère que ce type paiera en justice un jour, et tout en disant il faut qu'il y ait une solution à deux États, avec l'État d'Israël, l'État de Palestine qui doit être reconnu, et que ces deux États et ces deux peuples vivent en paix. Et on peut aussi considérer que les Juifs, c'est pas Israël. D'accord, mais est-ce que vous comprenez qu'aujourd'hui la communauté juive a un problème avec la France insoumise? Ah oui, j'ai remarqué, oui. Oui, vous avez remarqué? J'ai remarqué, et c'est un problème. Mais est-ce que c'est justifié? Est-ce que c'est fondé? Mais je pense qu'il y a des inquiétudes qui sont fondées, bien sûr. Par exemple, celle-ci. Si elles sont fondées, ça veut dire qu'il y a eu peut-être certaines sorties. C'est quoi? C'est des erreurs de communication? Écoutez, ou c'est un problème plus profond? Par exemple, sur l'affiche de Cyril Hanouna. Il y en a plein des exemples. Non, mais prenons-en une. D'accord. Celle-ci. Quelqu'un à la com fait cette affiche. C'est une affiche qui, selon moi, ça saute aux yeux que ce sont des références des dessins antisémites des années 30. Je veux dire, quand on a un minimum d'expérience politique, de culture politique, je dis pas que tout le monde a cette expérience politique-là, mais en théorie, il y a des chefs politiques dans nos différentes organisations qui ont l'œil. Ça se voit. Ça se voit que, il paraît-il que ça a été fait par Grok, je ne sais pas, mais le prompt, pour que le prompt de Grok fasse ça... Qui est une intelligence artificielle. Voilà, voilà, il me semble que c'est un peu bizarre. Bon, donc la personne qui a fait ça, ou qui l'a validé, est effectivement soit profondément inculte, et donc elle doit être virée, et je comprends pas que cette personne soit toujours là, d'ailleurs à la France Insoumise aujourd'hui, soit elle est antisémite. Bon, mais après nous on n'est pas dans la tête des gens. Est-ce que ça vous fait pas de la peine aujourd'hui d'entendre que les Juifs préfèrent voter Rassemblement National que la France Insoumise? C'est horrible. D'abord, c'est pas tous les Juifs, hein. Il y a beaucoup de Juifs de gauche encore, hein. Et d'ailleurs, la solitude du Juif de gauche aujourd'hui, c'est de voir aussi qu'il y a des gens justement qui vont vers des gens comme Zemmour ou comme l'extrême droite, faisant. Mais ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème. Oui, mais il y a aussi un problème dans le soutien de certains Juifs en France à Netanyahou. C'est pas possible de ne pas avoir d'empathie vis-à-vis des personnes juives qui subissent l'antisémitisme, parce qu'on a prétendument à gauche de l'empathie vis-à-vis de toutes les discriminations et les personnes discriminées. C'est pas possible d'en avoir moins quand il s'agit des personnes juives. Donc il faut que ce soit le même niveau d'empathie. Il faut pas jouer une communauté par rapport à l'autre. Il faut pas jouer la victimisation de l'une par rapport à l'autre ou la concurrence victimaire. Voilà, il faut qu'on là-dessus on soit dans la tradition de la gauche française qui était celle de lutter contre l'antisémitisme à partir de l'affaire Dreyfus. Très bien Raquel, merci beaucoup. On va finir un tu kiffes ou tu bases. Je vous donne des noms de personnalités, vous me dites si vous aimez ou si vous basez. Éric Nolot, tu kiffes ou tu bases? Je base. Alors là... En un mot, pourquoi? C'est une Jean-Luc Mélenchon. Il m'a basé. Pas mal. Louis Boyard. Il faudrait qu'il fasse plus de tactique et moins de TikTok. Cyril Hanouna. J'ai pas envie de m'engueuler avec Cyril, donc Joker. Tu kiffes ou tu bases? je garde une distance polie. Sandrine Rousseau. Je kiffe. Sarah Knafo. Je base. Elle a de l'ambition. Non mais attendez, mais toi tu normalises l'extrême droite. Je normalise personne, je vous pose une question. Tu kiffes ou tu bases? Mais parce qu'en fait, d'abord, vous me l'avez proposé comme co-débatteuse, comme si c'était n'importe qui, n'importe quoi, ces idées-là. Ces gens-là, s'ils gouvernent, en fait, ces gens-là, s'ils gouvernent, c'est des gens qui sont opposés à vous et le but c'était de créer un débat. Non, pas à moi. Non, c'est que ne me dites pas que je normalise l'extrême droite. Alors pourquoi me demander? Pour être surpris que je dise? J'ai répondu. Rachida Dati. Elle m'épate. Politiquement, ça ne va pas du tout. Et puis, il y a aussi des histoires... Bon. Mais elle a un culot. Cette femme a un culot. Et moi, en tant que femme en politique, j'aimerais des fois avoir sa capacité de cette forme d'agressivité. Donc, bon... Donc, politiquement, vous basez... Humainement et la personnalité, vous kiffez? Ouais, quelque chose comme ça. Ok. Et pour finir, Louis Sarkozy, avec qui vous débattez sur LCI. Tu kiffes ou tu bases? C'est un peu comme Rachida à ce moment-là, pour des raisons tout à fait différentes. Politiquement, évidemment, je base. Mais on a créé ensemble un cadre de discussion sur LCI qui est respectueux, qui est
même j'ose dire sympa, quoi. Enfin, je veux dire, je trouve que les téléspectatrices, même de gauche, hein, les gens, je le vois, notre bord, disent que c'est une bonne émission. Donc, c'était une rencontre franchement agréable. Et pour finir, son papa, Nicolas Sarkozy. Je base. À fond. Humainement et politiquement. Non, je le connais pas humainement, mais je base. Raquel, merci beaucoup d'avoir été mon invitée. C'était sûr que ça allait bouger, hein. C'est Raquel Garrido, vous la connaissez, elle est sans langue de bois sur tous les sujets. Merci d'avoir accepté mon invitation dans la base, Raquel. Merci, Sacha. On espère vous revoir, que ce soit sur les plateaux télé, donc sur LCI à la rentrée fin août. On reprend le 30 août. Vous reprenez le 30 août, donc sur LCI. Regardez, l'émission est vraiment très constructive, les débats sont vraiment très sympas avec Louis Sarkozy, le fils de Nicolas Sarkozy, et peut-être dans un éventuel gouvernement, si la gauche arrive à gagner en 2027. Vous voyez qui en 2027 ? N'importe qui sortira des primaires de la gauche. Je veux organiser une primaire de la gauche. La gauche ah oui, mais on va le faire, Je vous l'annonce, on va le faire. Raquel croit à fond à la victoire de la gauche en 2027. Je souhaite pour votre camp. J'espère aussi vous revoir très vite. Alors pour la France, je sais pas, ça impliquerait de donner mon avis et je n'ai pas envie de le faire. Ce sera nous ou RN. Donc il y a bien un moment donné, vous pourrez pas rester au milieu du guet. Ah, Édouard Philippe, c'est pas possible. Je crois pas du tout à la capacité des macronistes de refaire le coup, de voter pour nous une troisième fois parce que c'est pas le RN. Rendez-vous. Si vous voulez pas le RN, ça sera Front Populaire, monsieur Elbaz. Rendez-vous en 2027. Raquel, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. On se donne rendez-vous très bientôt dans la base. Merci pour tout. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, même dans votre story, hein, si vous voulez un peu les extraits de la base. On se retrouve très bientôt. Merci à tous et à bientôt.